Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute de la diaspora de ne pas s'adapter à un environnement? Est-ce que c'est la diaspora qui doit venir changer un environnement, créer un environnement, faire un environnement du modèle de l'Occident où vous vivez? Monsieur Célestin Monga, vous qui êtes à la Banque mondiale. Je ne m'exprime sûrement pas au nom de la Banque mondiale, mais en tant que membre de cette diaspora, je suis critique évidemment de l'Afrique parce que je crois que c'est une bonne chose d'être critique. Je suis critique de moi-même tous les jours. Je me demande ce que j'aurais dû faire mieux. Donc la critique en soi n'est pas une mauvaise chose. Ce qui me gêne le plus au niveau de la diaspora, c'est ce que j'appelle le syndrome du Western Union. L'idée que si on fait des sacrifices, si on envoie 30, 40, 50% de son salaire chaque mois à la famille restée au pays, il y a des chances de transformer l'Afrique. Or, il me semble qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du monde où la charité a transformé un pays. Donc, je suis moi-même coupable de cela parce que, en tant qu'Africain, ayant ma famille là-bas, je me sens l'obligation. Vous avez le syndrome du Western Union également. Absolument. Mais je me fais pas d'illusions parce que je ne crois pas que c'est ce qui permettra aux jeunes en Afrique de trouver du travail, aux gens de se prendre en charge pour qu'ils n'aient plus à vous téléphoner à 2 ou 3 heures du matin à Washington ou à Paris pour vous demander d'envoyer de l'argent pour payer les factures médicales. Je crois que la diaspora africaine n'a pas encore fait le gros travail sur elle-même et de s'inspirer d'autres diasporas qui ont connu les mêmes problèmes que nous et qui sont parvenus à cela. Et je m'arrête là-dessus en disant simplement qu'il y a 1 ou 2 autres modèles que nous pourrions regarder. Le modèle de la diaspora juive, par exemple. Chaque fois que je suis allé en Israël, j'ai été fasciné par l'impact de la diaspora en Israël. Au-delà des opinions politiques des uns et des autres. Parce que les gens se contentent pas d'envoyer un peu d'argent, ils font des choses, pas des micro-projets qui aident un village ou une école, mais beaucoup plus que ça. Ils s'organisent pour peser. Le deuxième exemple, c'est la diaspora chinoise, qui, d'un certain côté, a les mêmes problèmes que nous, parce que doit souvent affronter une bureaucratie compliquée, où on les soupçonne d'avoir des opinions politiques qui sont pas celles que l'on souhaite. Mais ces gens-là parviennent à créer des réseaux d'affaires sur place. Et c'est très difficile, évidemment, mais c'est toujours mieux que d'envoyer même 90% de son salaire chaque mois. Là, vous faites un mea culpa qui est quand même, je m'y attendais pas tout de suite de votre part, vous si critique, qui est quand même la réalité même de cette diaspora. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous vous complaisez un peu dans cette critique du système africain et que personne ne regarde cette diaspora en se disant, et nous, comment on change? Madame Konaré, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les vrais responsables, ceux qui doivent d'abord se regarder, c'est la diaspora? Je pense que tout un chacun, nous pouvons contribuer de notre manière. Ok? C'est pas, comme vous avez dit, le syndrome de Western Union, oui, ça existe. Mais il y a des gens qui travaillent dans des grandes sociétés, dans des grandes organisations, qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Moi, par exemple, bien que je couvre l'Asie, je m'assure chaque jour que je communique avec mes collègues qui couvrent l'Afrique. Si j'entends parler d'un projet d'infrastructure dont je pense que la SFI peut intervenir, je les informe de ce projet. Donc, tout un chacun peut contribuer à sa manière. Et comme vous parlez de la diaspora juive, la diaspora chinoise, mais vous pouvez aussi parler de la diaspora indienne. Si on voit aujourd'hui, beaucoup d'Indiens sont venus aux États-Unis. Ils ont fait de grandes études informatiques. Maintenant, ils retournent tous chez eux. Ils sont en train d'inventer un Silicon Valley indien. Et qu'est-ce qui empêche aux Africains de ne pas faire leur Silicon Valley indien, puisque vous parlez de Silicon Valley indien? Mais ça commence. Parce que, par exemple, je pense que les pays francophones sont les pays les plus en retard. Par exemple, si je regarde mes amis qui sont du Nigeria, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, retournent chez eux. Ils sont capables de trouver du travail qui les paye plus que ce qu'ils allaient gagner aux États-Unis. J'ai plein d'amis qui sont retournés au Kenya, en Afrique du Sud. Moi, je pense que les critiques, nous, les pays francophones, nous adorons ça. Au lieu d'essayer de s'adapter au système, de travailler avec le système, aucun système n'est parfait. Si vous pensez que vous pouvez changer le système, allez-y. Essayez d'aller créer vos sociétés là-bas. Essayez de savoir comment vous pouvez contribuer. Mettez en place des sociétés modèles qui
en retour, changeront le système public. Vous partagez ce point de vue, M. Notton? Je ne suis pas du tout fait d'accord avec Mme Konaré. Heureusement, elle a cité que des pays anglophones. Elle a parlé du Nigeria, elle a parlé de l'Afrique du Sud, elle a parlé du Kenya. J'ai eu à visiter ces pays juste par tourisme, mais j'ai vu que la mentalité était un peu différente. Nous qui venons des pays francophones, les choses sont différentes. Je vous parle en tant qu'informaticien, j'aurais voulu vraiment implémenter une structure informatique en Afrique. Vous avez essayé? Plus ou moins, j'ai pas essayé parce que j'ai un petit frère qui est sur place, qui est dans l'informatique. Il a tous les malheurs du monde et je me suis plutôt lancé dans autre chose. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais en Afrique 4 fois par an. La critique que nous avons est à plusieurs volets. Nous avons d'abord ce problème politique qui nous concerne, nous, qui vivons ici aux États-Unis. Particulièrement moi, en tant que Camerounais, pendant très longtemps, j'ai pas pu participer à des manifestations politiques, puisque ça ne servait à rien, on n'avait pas le droit de voter. Nous ici, ça a fait que juste 6 mois, on a changé la législation camerounaise pour voter. Donc, la participation, pour faire un changement à partir des États-Unis était pratiquement nulle. Je me rappelle que une fois, j'ai rencontré... Est-ce qu'il faut absolument participer politiquement pour s'investir dans le pays? Les politiques peuvent aider les investissements. Et effectivement, c'est un facteur direct des investissements. Mais là, parce que vous associez à la fois le fait civique, que vous puissiez participer aux élections, au fait que vous puissiez vous investir dans votre pays. Est-ce que c'est lié absolument? Si nous pouvons choisir nos leaders, si nous pouvons choisir des leaders qui puissent gérer nos sociétés, et là, ça va arranger nos investissements. Oui, mais dans le même temps, au moment où vous savez que vous ne pouvez pas choisir ces leaders-là pour l'instant, ça veut dire que tous les Camerounais ne peuvent pas s'investir, tous les Camerounais de la diaspora ne peuvent pas s'investir dans leur pays. En fait de compte, c'est pas dit qu'ils ne veulent pas s'investir. Ils veulent s'investir. Non, je vais dire les difficultés qu'ils affrontent amènent à décourager la majorité de... Vous avez ce sentiment, vous, Célestin Bonga, que la difficulté est si grande que cela décourage tout le monde d'aller investir dans le pays? Sûrement pas tout le monde, mais son point est valide à mon sens, parce que quand vous arrivez dans un pays dont vous êtes citoyen et que l'on vous soupçonne a priori d'avoir des opinions politiques qui ne vont pas dans le bon sens, que vous vouliez créer une école ou une société d'informatique, vous avez le système sur le dos, parce qu'on vous soupçonne de vouloir en fait faire autre chose. On se dit, il vient faire semblant d'ouvrir une société d'informatique, mais il veut faire autre chose. Ou alors, même si on est convaincu que vous le faites, on veut vous punir, n'avoir pas la bonne pensée, d'avoir pas la bonne carte du parti politique, ou des choses de ce genre. Mais, ceci dit, je crois effectivement que, comme a dit Madame Konaré, quelles que soient nos difficultés, notre responsabilité est de trouver des réponses. On ne peut pas se contenter d'observer les difficultés. Ce d'autant que nos difficultés sont les mêmes que celles d'autres peuples. Dans d'autres régions. Voilà. Je dis souvent à mes amis africains, ils se fâchent contre moi, que nous n'avons pas le monopole de la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont souffert, même plus que nous. Nous souffrons beaucoup, mais on n'a pas le copyright sur cette affaire. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre souffrance? Et il faut absolument trouver le moyen de vaincre cette souffrance et puis de vaincre ce système, de ne pas se décourager. Et c'est là qu'il y a un certain nombre d'initiatives intéressantes dans tous les pays. Au Cameroun, je n'aime pas trop en parler à titre personnel parce que je n'aime pas me mettre particulièrement en avant, mais je suis impliqué dans une initiative qui s'appelle l'Université des Montagnes, qui existe depuis 10 ans, qui est une université privée, qui forme des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs. Et c'est sans doute la chose la plus importante que j'ai jamais faite de ma vie, de contribuer modestement avec plein d'autres personnes. Vous rencontrez les mêmes difficultés? On a rencontré pire. Le gouvernement a fait toute une campagne contre cette université en disant que ces diplômes ne valaient peut-être rien puisqu'ils l'avaient pas reconnu. Aujourd'hui, tous les ministres pratiquement se battent pour envoyer leurs enfants dans cette université-là. Alors, avant de continuer là-dessus, Ibrahim, dans votre pays à vous vous êtes investi? Dans mon pays, c'est... Au Niger? Le Niger, je crois que c'est plus politique. Parce que je ne fais jamais de politique, parce que je ne l'ai jamais compris, et je ne peux pas la faire. C'est compliqué. J'ai pu constater que si tu veux investir chez nous,
La première des choses, on veut savoir tu es de quel parti. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi comme ça un a priori, nous allons en parler dans la seconde partie de ce magazine, est-ce qu'il n'y a pas un a priori de la part de la diaspora qui se dit toujours oui, le politique va nous perturber, oui, on va pas investir, ou est-ce que ce n'est pas aussi un alibi pour pas se lancer véritablement? Est-ce que finalement, tous se posent la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays, qu'est-ce que j'ai fait pour mon continent. D'abord, monsieur Célestin Monga, qui est conseiller directeur à la Banque mondiale en charge des stratégies de développement à long terme. Senior vice-président et économiste en chef dans cette Banque mondiale. Célestin Monga est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Et ce n'est pas tout. Il est l'un des initiateurs de l'Université des montagnes au Cameroun, qui est devenu en quelques années un pôle d'excellence. Second invité de ce plateau, Kadidia Konaré, qui travaille également pour la Banque mondiale, puisqu'elle est chargée d'investissement en infrastructures dans la région Asie, à la Société financière internationale, la SFI. Juste à côté d'elle, un invité qui nous a rejoint dans la seconde partie de ce magazine. Franklin Kouabou, qui est fondateur du site internet en Afrique centrale pour la vente de billets d'avion, location de voitures et d'appartements meublés. Et puis dernier invité de ce plateau de Washington DC, qui lui aussi vient de nous rejoindre, Dr Salif Traoré, qui est professeur de littérature et de civilisations africaines ici aux États-Unis. En regardant seulement ce plateau, qui n'est pas, c'est vrai, représentatif de la communauté africaine de DC, mais qui traduit un peu la qualité de cette diaspora, qui montre à quel point elle est intégrée et riche, on se demande pourquoi on en est encore à ce que Célestin Monga appelait la politique ou le syndrome du Western Union, à ce rapport qui se résume à la simple aide à la famille. Comment expliquer ce manque d'organisation qui aurait pu permettre de faire de grandes réalisations? Je sais qu'on a parlé de la méfiance vis-à-vis des régimes en place dans certains pays, du peu de crédit accordé aux autorités en place. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un défaut, une propension de la diaspora même à fonctionner de façon personnelle, de façon mononucléaire? Ma question s'adresse d'abord au docteur Salif Traoré, qui vient juste de nous rejoindre. Il y a cette habitude mononucléaire, mais en réalité aussi, c'est souvent, nous avons nos origines qui ont un impact sur notre façon d'opérer, parce que comme tout de suite ma compatriote venait de le dire, Madame Konaré, et je crois que cet aspect, surtout, il y a une différence entre les francophones et les anglophones. Les francophones, en général, nous n'avons pas cet esprit d'entrepreneuriat. Et si on carrément. Oui, on n'a pas cet esprit d'entrepreneuriat comparativement aux anglophones qui s'investissent beaucoup dans l'entreprise privée. Et jusqu'à présent, nous souffrons du culte du diplôme. Et généralement, on préfère le travail salarié. Donc, ça, c'est un aspect. Et deuxième aspect, il y a un aspect social qui se trouve au niveau de l'Afrique. Parce que je trouve que, comme on le dit, un proverbe bambara le dit, un seul doigt ne peut pas faire soulever une pierre. Donc, il faut 2 doigts, au minimum. Donc, nous, ici, nous essayons de nous investir en Afrique, mais je constate que la société africaine également ne nous aide pas dans ce sens. Parce qu'il y a plein d'exemples. Il y a beaucoup de camarades qui ont eu des aventures assez amères à chaque fois qu'ils essayent de tendre la main au lieu d'éviter, en essayant d'éviter le syndrome Western Union. Ils préfèrent investir, comme on le dit, mieux vaut apprendre à pêcher que de donner du poisson tous les jours. Quand on essaye, finalement les gens ils conservent l'instrument. Ah d'accord, c'est-à-dire vous dites, quand vous voulez investir, vous remettez ça à quelqu'un sur place qui s'en sert pour autre chose. C'est le désespoir. Tous les immigrés ont cette expérience. Toute la diaspora a sa petite histoire par rapport à ça. C'est-à-dire les frères qui sont restés au pays, les cousins, qui dès qu'on arrive, ils se disent les euros ou les dollars sont arrivés et puis ils se servent plutôt que de vous aider à investir. C'est ça, justement. Mais une fois que vous avez fait ce constat, parce qu'on revient à la même chose, une fois que vous avez fait ce constat, pourquoi ne vous regroupez pas, comme vous le disiez en évoquant le proverbe Bambara, pour être ensemble, pour faire quelque chose de fort et monter ça de façon tout à fait costaude en Afrique? Vous parliez des exemples des autres pays. Je vois Célestin Monga qui sourit quand je dis ça. Non, je souris simplement parce que nous nous regroupons ici dans la banlieue de Washington. Il y a peut-être pour faire de petites tontines, mais pas. Il y a au moins 3000 Camerounais et tous, pratiquement 95%, des gens de très haut niveau, des professionnels, des médecins, des banquiers, des avocats et toutes sortes de choses. Des gens très éduqués, très travailleurs. On se regroupe, mais nous sommes très actifs, surtout lorsqu'il faut organiser une fête et qu'il faut danser. Alors là, vous avez 3000 Camerounais, en 24 heures, vous mobilisez tout le monde. Mais absolument. Et on est tous de très bons danseurs, donc
On s'y donne à fond la caisse. Le problème, lorsqu'il s'agit de mobiliser pour une cause comme construire une école ou un hôpital, une université, alors là, les choses sont plus compliquées parce que tout de suite, les gens parfois pour de bonnes raisons disent qu'est-ce qui me donne la preuve que ma petite cotisation sera bien utilisée. Monsieur Kouabou, vous qui nous rejoignez et qui êtes plutôt dans la nouvelle technologie, comment expliquez-vous cela, vous? C'est un problème un peu compliqué parce que pour rebondir à ce que disait Monsieur Célestin Monga, en fait, je suis aux États-Unis depuis seulement 1 an. Et dernièrement, je suis allé dans le Massachusetts, en fait, à Boston. Ils ont une réunion de Camerounais qu'ils appellent Camsoc. Et je me suis rendu compte... c'est le mot coigné. Voilà. Je me suis rendu compte que le principal but de la réunion, en fait, c'était d'aider les situations difficiles, donc les deuils et tout. Donc, sur le compte rendu de la réunion, en fait, je n'ai, en 3 ou 4 participations à la réunion, en fait, je n'ai vu aucun projet d'investissement pour le pays. Et je me suis posé la question pourquoi, en fait, autant que vous, mais je n'ai pas la réponse à ça, en fait. Monsieur Traoré. Je crois que c'est une question d'organisation et puis une question... On est moins enclin à nous organiser, Africains et Africains de la diaspora, de haut niveau, dans des situations aussi confortables. Oh, c'est ce qui est malheureux justement parce que il y a un constat par exemple. Regardez la diaspora chinoise. Vous passez tout de suite dans une rue de Washington, vous voyez un restaurant chinois. Qui est-ce qui travaille là-bas? Ce sont des Chinois. Ici aux États-Unis, je ne vois pratiquement pas d'entreprises, des petites entreprises de la sorte qu'un Africain va gérer et employer d'autres Africains. Je reviens tout de suite à mon idée. On préfère aller travailler pour gagner un salaire. Et même quand cet Africain a une entreprise, généralement, il est enclin à ne pas utiliser un Africain. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance, c'est exactement la même chose. Si moi je vous approche tout de suite, j'approche d'autres Africains avec un projet qui va profiter à tout un village, tout de suite, il y a une suspicion. Je donne mon argent, est-ce qu'il sera utilisé à bon escient? On ne le sait pas. Parce que les dirigeants ont peut-être donné ce mauvais exemple dans les années qui ont suivi les indépendances. C'est ça, il y a cette crise, la mauvaise gestion de la chose publique qui nous suit jusqu'ici et qui fait de sorte qu'on n'a pas confiance aux uns aux autres et donc on ne peut pas se mettre ensemble pour faire quelque chose. Monsieur Célestin Monga, vous vouliez dire quelque chose à l'instant lorsqu'il a écouté ça. Non, je voulais simplement pas être trop injuste avec la diaspora camerounaise et africaine. Il y a quelques initiatives de Camerounais, de Nigérians, de Ghanéens qui se réunissent et de temps en temps collectent soit des médicaments, soit achètent quelques ordinateurs et les envoient dans des écoles ou dans des villages. Jusque-là, ça reste des choses quand même assez... Ça reste très limité, l'impact est très limité. Et c'est là que je crois qu'on a un problème sérieux d'abord d'objectif. Nous pensons, et parfois même sans le savoir, on se donne bonne conscience quand on peut collecter 2-3 ordinateurs à Washington, les mettre dans un bateau et les envoyer à l'école primaire du village où on a grandi. Comme ça, on peut dormir tranquille, les poings fermés, en se donnant le sentiment qu'on a fait son travail. Or, l'objectif, c'est pas ça qui transforme une société. Donc même un projet d'un puits dans un village, c'est bien, ça donne de l'eau à quelques personnes, mais c'est pas ça qui transforme une société. Ce qui transforme une société, c'est en fait le développement d'entreprises sérieuses et viables dans ces pays-là, le développement de systèmes éducatifs solides et viables qui permettent aux gens là-bas de se prendre en charge sans jamais avoir à attendre que des gens à Washington leur envoient un ordinateur ou quelques médicaments. Et nous ne sommes pas parvenus à faire ce travail stratégique sur nous-mêmes d'objectifs. Parce que ça doit être aussi lié, malheureusement, à ce que fait l'État là-bas. Mais l'État a bon dos. On voit des gens qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui ont des situations confortables, qui travaillent dans des structures bien organisées, qui continuent de dire, si nous on fait ça, c'est parce que l'État, que j'ai pas vu depuis 30 ans, fait la même chose. Est-ce que quelque part on ne se donne pas bonne conscience? Peut-être juste avant que Madame Konaré intervienne, pour vous expliquer précisément ce que je veux dire très rapidement. Si vous construisez une école dans un village, la diaspora se mobilise et construit une école. Mais c'est très bien. C'est qu'elle ne fait pas encore. Je peux vous dire que je connais des initiatives. Mais si l'État n'est pas disposé à mettre un enseignant ou à valider cette école ou à participer à la construction du petit tronçon de route qui mène à cette école, il y a quand même un problème. Mais dans le cas que vous disiez tout à l'heure, dans le cas que vous évoquiez tout à l'heure, celui de l'Université des Montagnes, malgré l'hostilité affichée des autorités, vous y êtes arrivé. Est-ce qu'il n'y a pas, chez beaucoup, ce manque de persévérance, cette volonté de se dire, voilà, je me donne bonne conscience, nous on a essayé, on n'y est pas arrivé?
Madame Konaré. Oui, c'est exactement de ça dont je voulais parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ne veulent pas faire de sacrifices. Vous ne pouvez pas retourner au pays et qu'on mette un tapis rouge devant vous parce que vous venez de la diaspora. Oui, il y aura beaucoup de gens qui seront contre vous. Parce qu'ils se disent que vous arrivez avec des euros ou des dollars. Des dollars. Donc, ils vont essayer de voir combien ils peuvent avoir avec vous en termes de corruption. Vous allez faire face à beaucoup de défis. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se décourage. Parce que si on se décourage, personne ne développera notre continent, nos pays pour nous. Comme vous l'avez dit, ça a pris 10 ans. Quelqu'un d'autre qui va faire une autre école, peut-être va pouvoir se baser sur votre modèle et pourra le faire en 4-5 ans. Parce que, je vous dis encore, je reviens là-dessus, c'est un problème francophone. Sérieusement, parce que j'ai des amis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Acha Leke, qui est partenaire à Mackenzie, un jeune Camerounais, avec d'autres jeunes Africains de Botswana et de tout, qui ont fait une très bonne école en Afrique du Sud de leadership, qui forment des jeunes Africains de partout. Ils les prennent, je pense, en seconde et jusqu'à la terminale et pour essayer de les envoyer partout dans les grandes universités. J'ai plein d'amis qui se sont regroupés, des jeunes, il y a peut-être 1 ou 2, il faut dire, tous ces gens-là sont venus très tôt aux États-Unis comme moi, et qui se sont réunis et qui ont fait des fonds d'investissement, qui sont en train d'investir dans des start-up de high-tech, qui sont en train de vraiment faire beaucoup de projets, changer le monde. Un de mes amis mais seulement Kenya, dans la zone anglophone. Dans les zones anglophones. Dans les zones francophones, c'est endormi. C'est endormi, c'est difficile, parce que le secteur privé n'est pas dynamique. Bon. Et tous ces gens-là qui parlent tout le temps de politique, parce que toutes les sociétés privées survivent que sur les contrats du gouvernement. Parce que si tu n'as pas besoin de contrat du gouvernement, tu fais un projet qui est ciblé vers le consommateur africain, dont tu n'as pas besoin du concours du gouvernement pour réussir. Tu n'as pas besoin du gouvernement. Monsieur Traoré. C'est pour abonder dans le même sens. C'est encore la même situation qui persiste au pays et nous sommes un peu toujours influencés par ce système. Alors dans ce cas, vous êtes mal placé pour faire la critique des autorités sur place, c'est-à-dire vous avez transporté le mal aux États-Unis et ça a perduré pendant plusieurs décennies. C'est ce mal qui nous empêche d'agir en Afrique. Alors vous êtes mal placé aujourd'hui pour faire de la critique alors. Bon, non, pas qu'on est mal placé, on fait la critique parce que nous aimons bien notre pays, nous aimons bien notre continent. Mais peut-être devriez-vous vous illustrer vous-même dans l'endroit où vous êtes en créant des choses, en suscitant de la richesse, en créant des emplois. Oui, dans vos pays, pour l'instant, ça n'est pas tellement le cas. Hein? On peut bien le faire, mais comme je vous l'ai dit tout de suite, j'ai loin de moi l'idée de jeter l'anathème sur les pays francophones et les ressortissants des pays francophones. Mais comparativement aux pays anglophones, je vais un peu nuancer la différence entre le système anglophone et francophone. Parce que les anglophones ont un avantage sur nous quand ils arrivent ici et que nous n'avons pas. Parce qu'ils sont presque issus du même système anglo-saxon. Alors, nous, quand nous arrivons ici, ça prend du temps, on met du temps avant de comprendre le système. On arrive avec des potentialités qui traînent. Souvent, c'est un peu difficile de décoller. Au moment... Moi, je ne veux pas vous interrompre, mais on n'a pas l'impression que ceux qui ont émigré dans les pays francophones soient mieux, hein, qu'ils aient beaucoup plus investi. Hein. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ceux qui sont francophones ont spécialement investi dans leur pays en étant en France, par exemple, ou au Canada. Je le dis par rapport aux potentialités du pays d'accueil. Ceux qui ont immigré dans les pays anglophones, je suppose qu'ils ont plus de potentialités et plus de possibilités que ceux qui ont immigré dans les pays francophones. Vous en avez le sentiment? J'ai le sentiment. Madame Konaré. Par exemple, il faut qu'on arrête les débats philosophiques en Afrique. Sérieusement. Il est temps qu'on fasse des choses concrètes, des projets. Par exemple, il y a beaucoup d'ingénieurs africains qui ont fait des grandes écoles aux États-Unis, en Europe. Par exemple, un projet concret qui est le projet d'amener le chemin de fer, d'amener le chemin de fer du Sénégal à Djibouti. Pourquoi des jeunes ingénieurs ne vont pas s'asseoir, travailler sur ce projet, le développer? Il y a d'autres qui sont dans le secteur financier qui peuvent lever les fonds, faire le montage financier et le faire en partenariat public-privé. Je sais, nos gouvernements ne sont pas les meilleurs gouvernements.
corruption existe. Je travaille en Asie. Je vois la même corruption dont on se plaint en Inde, la même en Chine, la même en Indonésie, en Thaïlande, où que tu ailles. C'est au peuple de travailler et pour changer le système et la perception. On ne peut pas abandonner notre bataille. On va donner la parole à M. Kouébou. Oui, c'est vrai que j'ai un peu écouté tout le monde en fait. Et, qui lui est arrivé il y a peu de temps. Oui, je suis arrivé il y a peu de temps en fait. Qui idéalisait peut-être un peu sur la diaspora. Disons que non, j'ai quand même vécu 10 ans en France quand même. J'ai fait mes études en France. Donc je suis arrivé en France en 94 en fait. J'ai fait mes études en France qu'en 2007. En fait, je suis parti de France en 2007 pour aller m'installer au Cameroun. Et c'est du Cameroun que je suis revenu ici. Donc quand je suis revenu ici, en fait, les 3 ans que j'ai passé au Cameroun, en fait, m'ont permis de comprendre la problématique sur place, en fait. Donc les 10 ans que j'ai passé à l'étranger m'avaient perdu un peu de vue, en fait, sur ce qui se passait vraiment au Cameroun. Vous étiez un peu déconnecté. Ouais, j'étais un peu déconnecté. Donc au bout de 3 ans, en fait, j'ai décidé de revenir ici. Donc je parle de ma propre expérience. Et là, j'ai décidé de monter un site, en fait, pour le booking online, en fait. J'ai regardé sur Internet, en fait, quand quelqu'un dit je vais au Cameroun, en fait, il peut pas réserver son voyage, il peut pas préparer son voyage complètement parce que ça n'existe pas. Alors que dans certains pays anglophones, ça existe, en fait. Donc, je suis parti de ce cas-là pour monter ce site internet, en fait, qui sera prêt d'ici un mois. Donc, c'est pour vous donner un exemple de choses qu'on peut faire en Afrique, en fait, surtout au niveau des domaines de la nouvelle technologie. Parce que le secteur est complètement vierge, en fait, surtout en Afrique francophone. Donc, il y a des choses à faire, mais il faut se donner les moyens de le faire. Et il faut oublier un peu le politique, comme dit Madame Konaré. Exactement, voilà. Évoluer en marge. Voilà, c'est ça. Alors, lorsque je vous écoute, en réalité, au bout de, c'est presque 40 minutes d'échange, c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant. On se dit, si à votre niveau vous vous dites c'est compliqué, on n'y arrive pas, on n'y est pas arrivé, nous n'arrivons pas déjà à nous connecter, plus la difficulté d'avoir des gouvernements qui fonctionnent et qui arrêtent un peu la corruption, qu'est-ce que vous léguez à vos enfants? Vos enfants, ils s'en désintéressent totalement. Vous avez l'impression que vos enfants suivront Monsieur Célestin Monga quand ils écoutent tout ça, quand ils voient cette diaspora presque démobilisée? Que la diaspora soit démobilisée, à la limite, ne me gêne pas trop. Ce qui me préoccupe, c'est ce que les Africains en Afrique pensent d'eux-mêmes. Il y a plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui en Afrique. Bien sûr que nous, de la diaspora, nous avons eu beaucoup de chance de voir d'autres mondes, d'étudier. Et on devrait être la locomotive. Pas nécessairement. La locomotive ne bouge pas. Pas nécessairement. Je trouve qu'il y a parfois cette arrogance au niveau de la diaspora. Parce que les gens sont allés à MIT ou à la Sorbonne, qu'ils ont fait des diplômes et qu'ils mettent des cravates et ils pensent qu'ils sont supérieurs. Donc, je crois que ce serait bien si la diaspora pouvait être plus utile et plus percutante. Mais moi, ce qui me préoccupe toujours, c'est ce que les Africains en Afrique pensent d'eux-mêmes et veulent faire d'eux-mêmes. Je crois que l'avenir du continent se jouera là-bas.